Bonjour tout le monde, donc Julien Brocard. Vous me connaissez peut-être sous la casquette retraite et ou assurance. Je suis épaulé du coup d'Audrey Baeza, qui est juste à côté de moi et que vous connaissez sans doute sur la casquette retraite et peut-être chômage. Audrey va être derrière le chat dont je n'ai pas le visuel. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On a également Pierre Vier du conseil médical qui est présent, qui pourra éventuellement répondre à vos questions si elles portent sur des sujets spécifiques sur le conseil médical. Donc voilà, normalement, toute la petite équipe est parée pour pouvoir répondre à vos éventuelles interrogations. Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a mis un petit peu de temps à mettre en place parce qu'il est vaste, il est multidisciplinaire, il est transversal, il fait appel à beaucoup de notions et du coup, il a fallu essayer de trouver un moyen de vous le présenter pour que tout ça s'articule bien et que le chemin d'explication soit clair. Donc ce thème, c'est la retraite pour invalidité. Je ne crois pas que c'était un sujet qui ait déjà été fait dans le passé. Mais on a très souvent des questions sur la retraite pour invalidité, sur comment ça se passe, quels sont les enjeux pour la collectivité, pour l'agent, le modus operandi. Ça va être l'occasion d'essayer de décrypter tout ça au maximum et d'essayer de vous le présenter de façon claire et synthétique, ce qui en soi est déjà un sacré challenge. Alors, est-ce que les diapos veulent bien passer? Ouais. Au niveau du sommaire, donc très rapidement, on va vous faire une présentation, un petit propos introductif. Ensuite, on va regarder les conditions du départ. On regardera également la procédure de départ. On va s'intéresser au calcul de la pension, ses modalités. Et on va s'intéresser également aux accessoires de pension d'invalidité. Alors, comme je vous l'ai dit, la retraite pour invalidité, elle met en œuvre un grand nombre de concepts, un grand nombre de principes. Et parmi ceux-là, eh bien, on a tous ceux que vous voyez à l'écran, hein, qui est un peu une myriade de mots. Vous allez saisir durant ce processus probablement à plusieurs reprises le conseil médical. Vous allez vous interroger sur le montant de pension, sur l'existence d'une rente. Vous allez saisir le médecin agréé, vous allez lui poser des questions. Vous allez peut-être envisager une période préparatoire au reclassement, un reclassement. Est-ce que tous les fonctionnaires sont concernés? Est-ce que les fonctionnaires stagiaires, par exemple, sont concernés ou non? Est-ce que mon fonctionnaire qui fait moins de 28 heures par semaine, donc du coup non affilié à la CNRACL, peut être concerné par une pension de retraite pour invalidité? La limite d'âge, est-ce qu'elle s'applique ou pas? Quel est le parcours pour arriver jusque-là? CMO, CLM, CLD, CITIS. Quel taux d'invalidité? Est-ce qu'on peut retravailler après une pension, après l'octroi d'une pension de retraite pour invalidité? Voilà, donc on peut se poser plein de questions et on va essayer de remettre un petit peu toutes ces catégories, tous ces thèmes dans l'ordre. Alors pour faire ça, je vous propose ce schéma. Ce schéma qui a été pour moi un vrai défi à mettre en œuvre, qui est un des scénarios ou qui regroupe quelques scénarios qui peuvent aboutir à une retraite au titre de l'invalidité. Donc, si on se fie à ce schéma, tout commence avec un certificat médical avec un arrêt de travail. L'agent est arrêté. Ça commence là. C'est une inaptitude temporaire. On se pose pas du tout à ce moment-là la question de l'inaptitude définitive et de la pension de retraite pour invalidité, mais c'est le point de départ. C'est le point de départ. Et vous, en tant qu'employeur, eh ben, vous allez décider si, s'il s'agit d'un congé maladie ordinaire ou bien d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service. Donc, on va déjà déterminer dans quelle position on va mettre l'agent. Euh, et au cours de ces congés, que ce soit du CMO, requalifié éventuellement en CLM, l'agent faisant éventuellement une demande de CLD, ou bien en CITIS,
au cours de la vie du CITIS, et notamment au cours des visites de contrôle devant le médecin agréé, au cours des éventuelles demandes de prolongation ou au cours d'une demande de réintégration pour un CMO, pour un CLM, pour un CLD, eh bien, on va se poser la question à un moment donné. On va se poser la question quand ça dure, quand l'état de santé de l'agent, eh bien, semble ne pas laisser présager de reprise. On va se poser la question de l'inaptitude. Est-ce qu'elle ne serait pas définitive, finalement, cette inaptitude? Et pour déterminer ce degré d'inaptitude, eh bien, vous allez saisir le médecin agréé. Vous allez saisir le médecin agréé et vous allez lui poser directement la question. Le conseil médical en formation restreinte, pour les divers cas, notamment de prolongation ou de réintégration sur les congés maladie, vous aura peut-être soufflé la nécessité de cette saisine. Il vous aura peut-être indiqué que ça serait bien de poser la question au médecin agréé. Du coup, vous allez lui fournir ce qu'on appelle le formulaire AF3, qui est un formulaire plus ou moins préparé, enfin même pas plus ou moins, préparé par la CNRACL et qui va constituer un questionnaire pour le médecin agréé avec des coches. Voilà, il y a une partie, on va le voir, hein, ce formulaire, il y a une partie employeur, mais il y a surtout une partie médecin, et notamment le médecin va répondre à la question de l'inaptitude. Une fois que le médecin remplit cet AF3, il va joindre également un rapport médical, de préférence dactylographié, pour appuyer ses conclusions. Et il va vous rendre ces documents. Il va vous rendre ces documents. Vous allez forcément devoir en prendre connaissance pour savoir quelle sera la suite. Et dans ce rapport, eh bien, il peut se passer plusieurs choses. L'agent peut être inapte simplement à son poste, auquel cas on n'envisagera pas, hein, du moins dans l'instant, une procédure de retraite pour invalidité. L'agent peut être inapte aux fonctions de son grade. À ce moment-là, il faudra envisager euh, une procédure de reclassement. Une procédure, il faudra saisir le conseil médical en restreinte pour pouvoir enclencher éventuellement ou proposer une période préparatoire de reclassement au reclassement à l'agent, puisque c'est ce qui est demandé par les textes. Ou bien, à la suite de cette saisine du médecin agréé, vous avez un retour et vous avez une inaptitude totale et définitive à toute fonction, auquel cas l'issue est prédéterminée. L'agent devra être mis à la retraite au titre de l'invalidité. Une fois que vous avez du coup ce compte-rendu, l'agent est inapte à toute fonction ou est inapte aux fonctions du grade, mais la PPR et le reclassement n'aboutissent pas. Soit c'est impossible, soit c'est un échec, soit l'agent a refusé, ce qui est tout à fait envisageable. À ce moment-là, vous allez saisir le conseil médical, cette fois-ci en formation plénière, et vous allez lui fournir le formulaire AF3, le rapport médical, sans E, c'est mieux, et l'attestation de reclassement si jamais le reclassement a été envisagé. Et on en reparlera également. Le conseil médical en formation plénière rendra un avis sur la mise en retraite pour invalidité et joindra au document que vous lui avez transmis son compte-rendu sous la forme d'un formulaire AF4 complété. À partir de là, le dossier revient entre vos mains. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour pour constituer le dossier de retraite pour invalidité. Vous récupérez l'ensemble des documents et vous les téléversez sur la plateforme PEPS. Sur cette plateforme PEPS, vous allez instruire finalement un dossier qui comporte deux volets. Un volet carrière et un volet invalidité, un volet médical. Et c'est toute la spécificité finalement du dossier de retraite pour invalidité. C'est que c'est un dossier de retraite, donc on a toujours la partie carrière. Il faudra vérifier les quotités de travail durant la carrière, il faudra vérifier les dates d'affiliation, il faudra vérifier les NBI, il faudra vérifier si jamais l'agent a été placé peut-être même précédemment en congé de maladie. Voilà, il faudra reprendre vraiment la partie carrière et il faudra également analyser les documents médicaux. Une fois que vous avez téléversé ces documents sur la plateforme, eh bien la CNRACL reviendra vers vous avec un avis
on l'espère, généralement c'est le cas, on y arrive toujours, avec un avis favorable au départ, ce qui vous permettra de prendre un arrêté de radiation des cadres. Voilà globalement pour le schéma très synthétique qui mène à une retraite au titre de l'invalidité. Et du coup, dans ce rendez-vous statut, on va regarder un petit peu chacune de ces étapes au microscope. Là, je vous ai fait la version rapide. On va regarder un petit peu maintenant pour chacune de ces étapes comment ça se passe. Ce qu'il faut bien noter par contre, c'est que la liquidation des droits à pension au titre de l'invalidité CNRACL n'ouvre pas droit à liquidation des autres régimes de retraite. C'est un motif de départ qu'on pourrait qualifier d'anticipé, qui est propre à à la CNRACL et propre surtout aux fonctionnaires titulaires affiliés. Voilà. Le fonctionnaire stagiaire bénéficie d'un système particulier que je ne vous présente pas ici. C'est extrêmement rare dans sa mise en œuvre. C'est un système hybride entre celui du régime général et celui des fonctionnaires titulaires CNRACL. On pourrait éventuellement en parler si jamais vous avez des questions par rapport à ça, mais c'est quelque chose, ça reste un processus assez exceptionnel. Et le fonctionnaire IRCANTEC, lui, pourra bénéficier éventuellement d'une invalidité, mais régime général. Donc, il y a déjà cette condition d'entrée. Ça signifie que le fonctionnaire titulaire qui bénéficie d'une pension de retraite au titre de l'invalidité, euh, eh bien, ne peut pas liquider ses droits à retraite des autres régimes. La retraite invalidité peut intervenir à tout âge. Il n'y a pas de condition d'âge. Elle peut intervenir à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Ça oblige l'ex-agent à vivre avec cette pension de retraite pour invalidité qui n'est peut-être pas, qui n'est très probablement pas à la hauteur de sa rémunération en activité. Et du coup, ce n'est pas c'est une issue qui pour nous est considérée comme non désirable. Voilà, c'est le dernier recours. C'est-à-dire qu'on a épuisé toutes les voies qui auraient pu permettre de ne pas en arriver là. La retraite pour invalidité, elle présente tout de même des désavantages conséquents en termes de liquidation parce que l'agent ne pourra plus être affilié CNRACL. Il tire une croix sur sa carrière de fonctionnaire. Voilà, donc c'est quand même pas une décision à prendre à la légère. Donc on va regarder un petit peu toutes ces étapes-là et on va commencer tout simplement par le point de départ. On va commencer par le congé de maladie ordinaire. Alors, le congé de maladie ordinaire, effectivement, c'est le point d'entrée. Hop, je vais reprendre en même temps mes fiches. C'est le point d'entrée. Tout commence avec un arrêt de travail. N'oubliez pas que vous avez l'opportunité, si jamais vous êtes assuré du point de vue statutaire, de transmettre ces pièces-là dans un délai de 90 jours, notamment avec WTW, si jamais vous êtes avec le centre de gestion, pour vous faire indemniser. À de nombreuses reprises, euh, j'ai pu avoir des gestionnaires au téléphone qui, eh bien, n'avaient pas forcément pensé à, déclarer le sinistre sur la plateforme de WTW Colisea. Si vous dépassez ce délai de 90 jours, il est possible que vous ayez un refus d'indemnisation. Voilà, ce qui peut vraiment poser problème si jamais l'arrêt de travail se poursuit longtemps, fait l'objet d'une transformation. En CLM, par exemple, il n'est pas dit que l'assureur vous suive si jamais vous ne respectez pas ce délai. L'agent transmet à son employeur les volets 2 et ou 3 du certificat, selon les cas, dans un délai de 48 heures. Ne s'applique pas si hospitalisation, ou dans un délai de 8 jours si l'agent justifie de l'impossibilité d'envoyer son avis en temps utile. Voilà. Donc il y a quand même une certaine souplesse selon les cas. Et vous allez placer l'agent en CMO, en congé de maladie ordinaire. Vous allez vous poser quelques questions, notamment est-ce que j'applique la journée de carence? S'il y a eu une reprise d'activité de 48 heures maximum entre la fin d'un précédent arrêt initial, par exemple, et le début d'un arrêt de prolongation, à ce moment-là, la carence ne s'appliquera pas.
Vous allez vous poser la question de savoir si vous maintenez le régime indemnitaire de l'agent, et notamment la partie IFSE. Vous avez normalement délibéré sur ce sujet pour savoir si c'est le cas ou non. Vous allez maintenir l'agent à 90% pendant 3 mois, et à l'issue des 3 mois, passage à demi-traitement à 50% pendant une durée maximale de 9 mois, ce qui fait 12 mois en tout. Et vous allez du coup recevoir éventuellement une prolongation. Et si c'est pas le cas, à ce moment-là, il faudra envisager la reprise. Alors, la reprise à l'issue de l'arrêt, en cours de droit à CMO, elle peut se faire avec ou sans aménagement. Elle peut se faire en temps partiel thérapeutique, 1 à 3 mois renouvelable dans la limite d'1 an. Elle nécessitera la mise en place du TPT, un certificat médical pour les 3 premiers mois. Au-delà, il faudra l'avis du médecin agréé et le certificat médical du médecin. Au-delà de 6 mois de CMO, là, il faudra procéder à une visite de contrôle du médecin agréé. N'hésitez pas à transmettre les documents, encore une fois, à l'assurance statutaire. Il y a une prise en charge, il y a une indemnisation par rapport à cette expertise. Et là, on va avoir deux scénarios possibles. Inaptitude, donc à ce moment-là, prolongation, ou bien aptitude, et on envisagera la reprise. Si contestation des conclusions du médecin agréé, soit par l'agent, soit par la collectivité, à ce moment-là, vous pourrez saisir le conseil médical en formation restreinte. Quoi vous dire? Lorsqu'on arrivera au terme des 12 mois de CMO, il faudra saisir le conseil médical en formation restreinte également sur la reprise pour la réintégration. Le conseil médical pourra suggérer une visite médicale auprès du médecin du travail et ou diligenter une expertise médicale auprès d'un médecin agréé. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir le carrefour des possibilités. S'il y a reprise, nous, ça nous intéresse pas du point de vue de l'invalidité, tout s'arrête, l'agent reprend, aucun problème. Si l'agent est toujours inapte, mais temporaire, on ne parle pas encore d'inaptitude définitive, à ce moment-là, il y a la possibilité pour l'agent peut-être, s'il remplit les conditions, de prétendre à un CLM, ou bien si ce n'est pas possible, l'agent pourra être placé, encore une fois après avis du conseil médical, en disponibilité d'office pour raison de santé. Si on a une inaptitude totale et définitive qui tombe, et là c'est ça qui va nous intéresser, elle peut être aux fonctions, donc au poste en réalité, hein, aux fonctions du grade ou bien à toute fonction. Et on reviendra un petit peu plus tard sur la gestion de cette inaptitude totale et définitive. Donc, elle peut intervenir plus ou moins à tout moment, cette inaptitude totale et définitive. Elle peut intervenir pendant le CMO, elle peut intervenir à l'issue du CMO, elle peut intervenir même à la suite sur une autre position statutaire. L'important, ça va être surtout de la guetter et de pouvoir réagir lorsqu'elle se présente. Tout au long de ce CMO, l'agent pourra demander, s'il remplit les conditions, un congé de longue maladie. Donc, ça fera l'objet évidemment d'une saisine du conseil médical, formation restreinte. Vous avez en haut, du coup, les conditions. Elle peut être à l'initiative de l'agent, elle peut être à l'initiative de l'employeur. Alors, j'attire votre attention sur le CLM d'office, c'est-à-dire à l'initiative de l'employeur. C'est une mesure très particulière, exceptionnelle. Je vous invite à la manipuler avec une grande prudence. C'est pas du tout anecdotique. Et si jamais vous envisagez d'y recourir, je vous invite fortement à prendre attache auprès de mes collègues du conseil juridique pour pouvoir échanger à ce propos avant de prendre une décision. Voilà, c'est quelque chose de vraiment, c'est pas à prendre à la légère. Voilà, sinon, le CLM peut être demandé par l'agent, par une demande écrite, présentation d'un certificat médical et éléments médicaux sous pli confidentiel, et après avis du conseil médical en restreinte. Si on a une inaptitude aux emplois du grade à prévoir, à ce moment-là, on envisagera la mise en place d'une PPR.
Il faudra contacter évidemment le centre de gestion. C'est Daisy de Merlier, qui nous écoute peut-être, qui s'occupe de toute la partie PPR reclassement. Voilà, donc on a fait ce CMO, on a vu un petit peu les différentes options possibles à l'issue notamment, les différentes options de conversion, et on va s'intéresser du coup surtout à une prolongation, pas une prolongation, à une transformation du CMO sous la forme d'un CLM. Ces schémas, ils sont surtout là pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut arriver à une invalidité, mais n'hésitez pas, ça sera disponible hein, bien évidemment sur le site, n'hésitez pas à les récupérer, j'ai fait en sorte qu'ils soient les plus, on va dire, génériques possibles et qu'ils puissent vous servir aussi bah, de guide en cas de besoin. Voilà, ça peut être une bonne façon de garder en tête la gymnastique des congés maladie. Pas évident à présenter en plus pour le coup. Donc le CLM. Alors le CLM, c'est généralement la position de l'agent lorsque nous on va récupérer c'est souvent la position administrative de l'agent lorsque nous on récupère un dossier de retraite au titre de l'invalidité. Donc l'agent est en CMO. Il est en CMO et à un moment donné, eh ben, il va faire une demande de CLM. Il va faire une demande de CLM, donc on va avoir une requalification si cette demande est accordée, s'il y a un placement effectif. Il va falloir la demande écrite de l'agent et le certificat médical, et que tout ça passe devant le conseil médical en formation restreinte. Petit encart sur le CLM d'office, sur lequel je ne serai jamais assez insistant sur les dangers qu'il peut représenter, donc je le laisse de côté. Une fois qu'on a l'avis du conseil médical en formation restreinte, cet avis va revenir, eh bien, favorable ou défavorable. Si cet avis est défavorable, eh bien, selon les situations, on va envisager le maintien en CMO, si l'agent a encore des droits. On va envisager l'aptitude à la reprise, peut-être que l'agent finalement est apte, ou on va envisager les différents cas d'inaptitude. Voilà. Il y a aussi un cas, hein, si on est en fin de droit, de placement en disponibilité d'office pour raison de santé. Toujours, on parle toujours d'inaptitude temporaire, hein, là, dans le cadre du placement en disponibilité d'office pour raison de santé. Mais l'agent peut être placé en CLM pour une durée de 3 à 6 mois, renouvelable dans la limite de 3 ans, hein, parce que le CLM du coup dure 3 ans, et on fait démarrer le CLM à la date de première constatation médicale. Au niveau de la rémunération, on sera à 100% pendant 1 an, 50% pendant 2 ans. Et ce CLM, il peut être justifié au titre de son article 1, qui énumère les affections invalidantes lorsqu'elles sont dûment constatées, au titre de l'article 2, sur les 5 pathologies qui rendent le CLM transformable éventuellement en CLD, ou au titre de l'article 3, à titre exceptionnel pour toute autre maladie non émunérée aux articles 1 et 2. Donc, évidemment, c'est l'avis du conseil médical hein, qui va vous aiguiller sur le placement de l'agent en CLM. Pendant le plein traitement. Pendant le plein traitement, la prolongation du CLM se fera sur présentation du certificat médical du médecin traitant. La reprise est possible à tout moment sur certificat médical du médecin traitant. S'il s'agit d'un CLM d'office, avis du médecin agréé à l'issue de chaque période demandée par l'employeur. S'il y a une demande de reprise, saisine du conseil médical. Au bout d'1 an, l'agent va passer à demi-traitement. Il peut c'est à ce moment-là que le carrefour se fait, même s'il y a une certaine tolérance lorsque le CLM, la demande de CLM, coïncide avec la fin des droits à CMO au terme des 1 an. L'agent peut transformer son CLM en CLD au titre de l'article 2. On passe à ce moment-là sur un congé maladie qui va s'étendre pour 5 ans maximum, avec une rémunération portée à 100% pendant les 3 premières années et à 50%, donc à demi-traitement, pendant 2 ans. Ou bien l'agent maintient son CLM avec saisine du conseil médical pour avis. Hein, au passage à demi-traitement, on demandera l'avis du conseil médical. Durant toute la vie du CLM-CLD, parce que le CLD est une forme de CLM, donc on peut considérer le CLD comme un CLM
particulier, eh bien, pendant toute la vie du CLM, il faudra une expertise obligatoire par un médecin agréé au moins une fois par an. Pour la prolongation, avis du conseil médical en formation restreinte. Après le passage à demi-traitement, hein. Euh, ouais. Du coup, à l'issue des droits à CLM, on demandera l'avis du conseil médical pour avis sur finalement la suite à donner. Est-ce que la reprise, notamment au niveau de la réintégration, hein, que quand on posera la question de la réintégration, implicitement, on pose la question de l'inaptitude. On pose la question de l'inaptitude. Est-ce qu'il s'agit toujours, est-ce que l'agent est apte? À ce moment-là, il peut reprendre avec ou sans aménagement ou en TPT. Si l'agent est toujours inapte, mais temporaire, à ce moment-là, ce sera le placement en disponibilité d'office pour raison de santé. Si l'agent, à ce moment-là, est en inaptitude totale et définitive, ça peut être encore une fois aux fonctions du grade ou à toute fonction, et c'est ça qui va nous intéresser. Et cette inaptitude totale et définitive, encore une fois, elle peut tomber à tout moment dans la vie du CLM. Donc il faudra rester vigilant. Donc ça, c'est pour les formes de congé maladie non imputables. Non imputables. Mais la retraite pour invalidité, elle peut également intervenir euh, dans l'hypothèse d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service, du coup, un CITIS. Donc voici le schéma pour le CITIS. Donc pour le CITIS, il se caractérise déjà par la survenance d'un fait accidentel. Ce fait accidentel doit faire l'objet d'une déclaration d'accident adressée par l'agent à son employeur, qui va comprendre un formulaire transmis par l'autorité à l'agent dans un délai de 48 heures à compter de sa demande, et qui précise les circonstances de l'accident ou de la maladie, sous-entendu professionnelle ou d'origine professionnelle. Euh, je n'ai pas fait de diapo sur la maladie pro, vous m'en excuserez. Je me suis dit qu'en 1 heure et demie, déjà, ça tiendrait pas. Donc, je me suis concentré seulement sur le CITIS qui englobe, hein, évidemment, les cas d'arrêt au titre de la maladie pro. Donc, le formulaire plus le certificat médical qui indique la nature, le siège des lésions et la durée probable de l'incapacité de travail qui en découle. Cette déclaration d'accident doit être transmise dans un délai de 15 jours à compter de la date de survenance du fait accidentel ou dans les, je sais plus, je crois dans les 2 ans qui suivent la date de première constatation médicale. Dans les 2 ans. Bon, enfin, c'est un délai de 15 jours. Voilà, on va le résumer comme ça, ce sera plus simple. En cas de non-respect des délais, à ce moment-là, ça aboutira à une décision de rejet, motivée en droit et en fait. Si les délais sont respectés, à ce moment-là, il faudra procéder à une enquête administrative sur l'imputabilité de ce fait accidentel. Vous reconnaissez qu'il y a bien un accident, mais est-ce qu'il est imputable au service? Vous disposez d'un mois plus 3 mois si expertise. Vous placez l'agent en CMO pendant ce temps-là. Au-delà de 4 mois, ce sera un CITIS provisoire. Cela demande la rédaction d'un rapport hiérarchique. Ce rapport hiérarchique vous sera demandé par la CNRACL. Le modèle est disponible sur le site de la CNRACL, qui précise encore une fois les circonstances de l'accident, éventuellement des témoignages. Euh, Le rapport hiérarchique n'est pas le formulaire de déclaration d'accident. C'est un document à part qui est demandé par la CNR. Vous allez déterminer du coup si l'existence d'une faute personnelle ou d'une circonstance particulière potentiellement de nature à détacher l'accident du service. Vous pouvez demander, pour vous aider dans cette enquête, une expertise médicale et vous pouvez éventuellement, et vous devez saisir le conseil médical en plénière. Hop là.
Vous avez d'ailleurs un motif de saisine sur le formulaire qui est disponible sur le site du centre de gestion en cas de refus d'octroi d'un CITIS. Voilà, dans le cadre d'une demande d'imputabilité. Voilà, si jamais vous refusez de reconnaître l'imputabilité du fait accidentel, à ce moment-là, il vous faudra saisir le conseil médical en formation plénière. Et une fois que vous aurez cet avis entre les mains, eh bien, vous pourrez prendre une décision. Décision soit de non-imputabilité, à ce moment-là, vous rejetez le CITIS et vous maintenez l'agent en CMO, soit il s'agit d'une décision d'imputabilité et vous placez l'agent en CITIS à la date de survenance. Rémunération à 100%, ainsi que la prise en charge des frais médicaux et des soins. Au terme d'un délai d'un an, euh, plutôt on va peut-être parler de l'encart qui est en haut d'abord. Euh, les visites de contrôle par le médecin agréé, elles sont obligatoires au moins une fois par an au-delà de 6 mois de prolongation du congé initial. Possible à tout moment, cette visite de contrôle, si l'autorité territoriale s'interroge sur le lien entre le nouvel arrêt et l'accident. Hein. Au fur et à mesure des prolongations, vous allez peut-être vouloir vous interroger sur la corrélation entre cet arrêt de prolongation et l'accident. Donc vous pouvez saisir le médecin agréé pour déterminer si tout ça est bien corrélé. Euh, si jamais, alors vous saisissez le médecin agréé, la question que vous pouvez lui poser, c'est la suivante. Les arrêts et soins sont-ils toujours justifiés et en lien avec l'événement imputable au service en date du, et vous mettez la date. Si c'est justifié et en lien, à ce moment-là, c'est prolongation. Si c'est justifié et que ce n'est plus en lien, vous envisagez du coup un CMO plutôt que la prolongation du CITIS. Si ce n'est plus justifié, ni l'arrêt, ni les soins. Du coup, à ce moment-là, on envisagera plutôt une reprise. Au bout d'un an de CITIS, vous avez à ce moment-là la possibilité de poser la question de l'aptitude. Et c'est encore une fois ça qui va nous intéresser. Donc, délai d'un an, il est possible du coup que cette saisine du médecin agréé, ce missionnement revienne avec une inaptitude totale et définitive, soit aux fonctions du grade, soit à toute fonction. Euh, et du coup, on va enfin arriver à cette rubrique qui nous intéresse, à savoir l'inaptitude. Alors, que ce soit en CMO, en CLM-CLD ou en CITIS, au cours ou à l'issue, sur une demande de réintégration ou de prolongation, eh bien, cette inaptitude peut tomber. Elle peut être soit à ses fonctions, soit aux fonctions du grade, soit à toute fonction. Alors, dans les textes, dans le Code général de la fonction publique ou même dans les décrets, euh, le vocable est un petit peu différent de celui qu'on a tendance à utiliser dans la pratique. Les textes vont avoir tendance à utiliser le mot poste pour dire fonction, le mot fonction pour dire fonction du grade, et à toute fonction pour dire à toute fonction. Donc, quand vous lisez en gros inapte aux fonctions dans les textes, en réalité, c'est inapte aux fonctions du grade. Voilà, c'est assez. Il faudrait qu'on s'aligne avec la façon de d'énoncer ces termes des textes, mais voilà, dans la pratique, on a plutôt, on fonctionne comme ça. Bon. Une fois qu'on le sait, c'est beaucoup plus simple, surtout quand vous découvrez les textes et que du coup, à cause de ça, vous y comprenez rien. Ce qui a été mon cas il y a pas si longtemps. Du coup, quand il s'agit d'une inaptitude totale et définitive aux fonctions, à ce moment-là, il n'est pas encore question d'envisager une mise à la retraite pour invalidité. Cela va plutôt passer par une visite auprès du médecin de prévention et ce que l'on va envisager, c'est un changement d'affectation. Voilà, un changement d'affectation. Si jamais ce changement d'affectation n'est pas possible ou est un échec, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on envisagera le degré suivant, le degré au-dessus, c'est-à-dire une inaptitude aux fonctions du grade. Cette inaptitude aux fonctions du grade,
et au travers d'une saisine du conseil médical en restreinte, peut déclencher une période préparatoire au reclassement et ou le reclassement de l'agent. Et en cas d'échec ou de refus de cette PPR et du reclassement, on passera au degré suivant, c'est-à-dire une inaptitude totale et définitive à toute fonction, qui passe par une saisine du conseil médical en formation plénière et qui aboutira peut-être à une mise à la retraite pour invalidité. Et on essaiera de respecter, en tout cas, c'est ce que le médecin, parce que c'est surtout les médecins hein, qui vont décider de ce degré d'inaptitude. Enfin, c'est le médecin qui va décider de ce degré d'inaptitude. On envisagera toujours d'abord les fonctions, puis les fonctions du grade, puis toute fonction. Sauf si l'inaptitude à toute fonction, eh ben, tombe sous le sens, hein, ce qui peut être le cas. Petit focus très rapide. L'employeur doit-il trouver un poste de reclassement? Sans entrer dans le détail du reclassement, qui n'est pas du tout mon domaine de compétence, il s'agit bien d'une obligation de moyens et non de résultats. L'employeur, eh bien, doit mettre tous les moyens en œuvre pour essayer de trouver un poste de reclassement à son agent, mais ce n'est pas une obligation de résultat. Voilà, donc le reclassement peut éventuellement échouer. Dans le cas, dans l'hypothèse d'un reclassement qui n'aboutit pas, soit en cas d'échec ou d'impossibilité, soit en cas de refus de l'agent, à ce moment-là, il faudra fournir automatiquement une attestation de reclassement à la CNRACL. Cette attestation de reclassement va énumérer, enfin, pas va énumérer, pardon. Cette attestation va préciser quelles ont été les modalités de cet échec. Et on va voir qu'elle peut avoir un impact sur la liquidation des droits à retraite au titre de l'invalidité. Du coup, est-ce que la demande de pension d'invalidité peut être rejetée? Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Surtout dans l'hypothèse d'une inaptitude aux fonctions du grade et d'un refus de reclassement. Et on va entrer dans le détail un petit peu après pour bien comprendre pourquoi. Globalement, on respectera le schéma que vous voyez sur la droite, qui est une forme un petit peu différente de celle que je vous ai présentée en début de visio, mais qui correspond peu ou prou à ce qu'on a vu, à savoir l'employeur territorial fournit l'AF3, le formulaire AF3 qu'on va voir juste derrière au médecin agréé. Le médecin agréé le complète et le retourne à l'employeur, qui peut, en cas d'inaptitude totale et définitive aux fonctions du grade et échec du reclassement, ou bien en cas d'inaptitude totale et définitive à toute fonction, saisir le conseil médical en formation plénière. Ce dernier va émettre un avis sur la retraite au titre de l'invalidité et rendre son procès verbal sous la forme d'un AF3, d'un AF4, pardon. À ce moment-là, vous serez en capacité de construire le dossier auprès de la CNRACL. Une question d'Angélique qui mentionne les fonctions sont celles de la fiche de poste. Les fonctions sont celles de la fiche de poste. Eh bien, dans la mesure où vous fournissez la fiche de poste au médecin agréé ainsi que la F3 vierge pour qu'il puisse le compléter, la fiche de poste sera le référentiel pour le médecin agréé pour rendre son avis d'expertise. Donc, pour moi, oui, tout à fait. Tout à fait. D'où la nécessité de bien mettre à jour la fiche de poste en fonction des missions qui sont effectuées par l'agent. Est-ce que du coup ça... Oui. Ouais. Alors, donc, on a cette AF3. Alors, je vous ai pas mis la version complète de la F3 parce qu'elle tenait pas sur une diapo, mais vous connaissez sans doute ce formulaire. Il est disponible en téléchargement sur le site de la CNRACL, donc vous pouvez récupérer un exemplaire vierge pour le parcourir. Moi, je vous ai mis surtout les encarts qui vont nous intéresser, ceux sur lesquels la CNRACL ou même le secrétariat du conseil médical peut vous interpeller, peut être tatillon, parce qu'on sait derrière que la CNRACL peut nous demander de corriger ce formulaire. Donc il est important que dans sa forme, il soit correctement complété. Il y a une partie qui est à compléter par les médecins, donc ça évidemment, vous, en tant qu'employeur, vous ne vous en occupez pas, hein. Par contre, il y a une partie qui vous est dédiée. Voilà, il y a une partie qui vous est dédiée. Alors du coup, là-dedans, qu'est-ce qu'on a?
On a tout d'abord une partie sur l'allocation temporaire d'invalidité, l'ATI. Alors, cette ATI, il y a une partie à remplir par l'employeur. Donc, si l'agent euh, bénéficie d'une rente, enfin d'une allocation temporaire d'invalidité, à ce moment-là, il faudra mentionner le libellé des infirmités, les dates de l'accident ou de maladie professionnelle et le taux qui est rémunéré à ce titre. Voilà. Si vous n'êtes pas hyper, comment dire, que vous savez pas trop ce que c'est la TI parce que vous y avez jamais peut-être été confronté, ce qui est tout à fait possible, je vous invite à vous rendre sur le site de la Caisse des dépôts, puisque c'est la Caisse des dépôts qui gère l'ATI. Et du coup, très rapidement, il s'agit d'une allocation qui est allouée à l'agent dans l'hypothèse d'un taux, de l'attribution d'un taux imputable au service, consolidé avec reprise. Voilà. Donc l'agent va liquider, enfin va liquider, va se voir bénéficier de cette rente en même temps il persiste dans son activité professionnelle. Et la CNRACL sera amenée éventuellement à considérer la transformation de l'ATI, c'est-à-dire la rente que percevait l'agent en activité, en une rente d'invalidité viagère après la radiation des cadres. Voilà. Il y a aussi un encart sur les autres infirmités dont pourrait souffrir l'agent. Une même pathologie, en effet, ne peut pas être rémunérée par deux régimes. Donc, si par exemple l'agent bénéficie d'une rente versée par l'ACPAM au titre d'une autre infirmité, eh bien, il faudra bien le préciser pour éviter que la CNRACL ne récupère cette infirmité au titre de la pension de retraite invalidité. Voilà. Donc là, c'est bien à l'employeur de préciser ce libellé. Donc attention à bien remplir ce formulaire. Au niveau du médecin traitant, il doit être absolument différent du médecin agréé. Dans le cas contraire, il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. Si l'agent n'a pas de médecin traitant, il faut absolument le préciser. Voilà, pas de médecin traitant. On a déjà eu des formulaires AF3 qui sont revenus parce que l'encart est resté vierge. Donc attention à bien le préciser. Au niveau des conclusions médicales, ces conclusions médicales sont à remplir par le médecin agréé. Par contre, vous, en tant qu'employeur, il faudra porter une attention particulière sur l'inaptitude à toute fonction, parce que si le médecin coche non, mais qu'il précise que l'agent est apte à exercer ses fonctions sous réserve d'une mesure de reclassement, à ce moment-là, l'attestation de reclassement sera obligatoire. Enfin, sur la partie radiation des cadres, vous avez trois dates qui vous sont demandées. La date d'affiliation à la CNRACL, donc ça c'est pas une difficulté. La date du dernier jour valable pour la retraite et la date de radiation des cadres. Alors c'est vrai que ça demande un petit peu de jouer à Madame Irma. On ne sait pas trop quoi remplir à ce moment-là, notamment pour l'employeur, puisque vous ne savez pas encore exactement quelle sera l'issue de toute cette instruction au titre de l'inaptitude. Mais il faut tout de même préciser une date, même si ce n'est pas celle qui sera retenue en définitive. Alors cette date, elle peut être multiple. Ça peut être éventuellement la date de la demande de l'agent, puisque l'agent peut choisir de faire une demande de pension d'invalidité dès lors qu'il en remplit les conditions, et c'est-à-dire en gros qu'il choisit de ne pas aller au terme de ses droits à congé. Ça peut être une première option. Une autre option, ça pourrait être si l'agent est assujetti à une limite d'âge durant la procédure de retraite pour invalidité. Une autre possibilité, ça peut être que la collectivité radie d'office l'agent des cadres
parce que les conditions sont remplies, et on va les voir un petit peu après. Il est possible du coup de radier l'agent des cadres avant l'expiration des droits à congé pour maladie, ou même au terme d'une année de CITIS. Donc cette date de radiation des cadres, elle peut être aussi diverse que variée. Et elle est également assujettie au retour d'instruction de la CNRACL, c'est-à-dire à la date d'émission de son avis favorable. Dans tous les cas, n'hésitez pas à marquer une date. Le plus simple, peut-être, c'est simplement de prendre une date de 6 mois à compter du jour où vous saisissez le médecin agréé au titre de l'inaptitude. De toute façon, elle ne vous sera pas opposable. Voilà. Donc, l'important, c'est qu'il marque quelque chose. Donc ça, c'est pour ce formulaire AF3 que vous allez transmettre du coup au médecin agréé lorsque vous allez l'interroger sur l'inaptitude. Le formulaire peut très bien vous être revenir avec une simple inaptitude aux fonctions. Voilà. Et à ce moment-là, ça sera la case médecin du travail, médecin de prévention, qu'il faudra, enfin la case, ça sera oui, l'option médecin de prévention qu'il faudra, auquel il faudra recourir. Si jamais on n'a pas d'inaptitude totale et définitive à toute fonction et qu'on a simplement une inaptitude totale et définitive aux fonctions du grade, et que la procédure de PPR et de reclassement a échoué ou a été impossible ou a été refusée par l'agent, en tout cas la proposition qui a pu être émise a été refusée par l'agent, à ce moment-là, il faudra compléter ce formulaire que vous voyez sur votre droite. Ce formulaire est disponible sur le site de la CNRACL et globalement, vous avez 3 coches. La première coche, c'est certifie qu'il n'a pas été possible de lui trouver un poste adapté ou un emploi de reclassement lui permettant de continuer son activité dans les conditions compatibles avec son état de santé. C'est un échec du changement d'affectation ou un échec du reclassement. Cas numéro 2, l'agent a refusé de déposer une demande de reclassement, donc ça n'a même pas été envisagé. Le cas numéro 3, c'est l'agent a déposé une demande de reclassement, mais a refusé les propositions qui lui ont été faites pour un motif non lié à son état de santé. Les deux premières coches ne laisseront pas présager de difficultés quant à la liquidation d'une pension de retraite au titre de l'invalidité. Par contre, la troisième coche peut enclencher, enfin déboucher sur un refus de la CNRACL. Donc il faut faire très attention. Si l'agent n'est pas en mesure de prouver, donc ça va passer par une expertise médicale, hein, que son refus a été fait pour un motif lié à son état de santé, à ce moment-là, la CNRACL pourra se réserver le droit de rejeter la demande de pension. Auquel cas, ce n'est pas un abandon total de tous les droits acquis au titre de la CNRACL. L'agent pourra liquider sa pension de retraite selon les conditions classiques, à savoir par exemple à l'âge légal. Voilà. Il lui faudra attendre de remplir les autres conditions de liquidation possibles d'une pension de retraite CNRACL. Donc, il faut faire très attention à cette coche. J'insiste aussi sur le fait que par habitude de fonctionnement, le conseil médical en formation plénière euh, peut éventuellement prononcer l'inaptitude totale et définitive à toute fonction dans l'hypothèse d'un échec du reclassement. La CNRACL n'est pas liée par l'avis du conseil médical. Donc cela ne va pas forcément aboutir à une liquidation de pension juste parce que le conseil médical, même en formation plénière, a prononcé un avis favorable à la retraite pour invalidité. Voilà. Donc attention à ça, euh, il peut y avoir des surprises. Ah, ma mise en page a un petit peu sauté.
Au niveau du conseil médical, alors je m'étendrai pas dessus puisque c'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Sachez juste que le formulaire de saisine est disponible sur le site internet du centre de gestion, que vous avez globalement deux types de saisine, à savoir la formation restreinte et la formation plénière. Sur la formation restreinte, ça va surtout concerner les octrois, renouvellements, prolongations, réintégration dans l'hypothèse des congés maladie, de la disponibilité, du reclassement ou de la contestation de l'avis du médecin agréé. Pour la formation plénière, ça va surtout concerner le refus d'octroi d'un CITIS, en fait le refus d'imputabilité, hein, tout simplement, l'attribution de l'ATI, hein, qu'on a vu un petit peu avant, hein, et dont les infirmités doivent être relatées dans l'AF3, et surtout la mise à la retraite au titre de l'invalidité. Je vous ai mis dessous du coup les pièces qui vous sont demandées par le secrétariat du conseil médical, notamment en rouge les pièces obligatoires, le formulaire AF3 dûment complété par le médecin agréé, ainsi que la fiche de poste. Éventuellement l'attestation de reclassement s'il ne s'agit pas d'une inaptitude totale et définitive à toute fonction. Vous avez ensuite les autres pièces, ainsi que les pièces médicales à envoyer sous pli confidentiel. Voilà, si jamais vous avez des questions par rapport à cette saisine et aux modalités de cette saisine, je vous invite à vous rapprocher directement de Monsieur Vier ou de Madame le maire au conseil médical. Tout ça pour dire quoi? Que une fois que vous avez saisi le conseil médical en formation plénière, que vous lui avez envoyé tous les documents, que l'agent remplit bien les conditions et que vous avez un avis, un procès-verbal qui vous revient avec un avis favorable à la mise en retraite au titre de l'invalidité, eh bien vous allez vous poser la question, quand est-ce que je peux radier mon agent des cadres? Voilà. Finalement, à partir de quand c'est possible? Alors, quel il est que je vois un petit peu le... Ok, super. Au niveau de la radiation des cadres, elle peut s'opérer finalement de deux manières. Soit à la demande de l'agent, sur demande de l'agent, soit d'office. Alors sur demande de l'agent, à partir du moment où les conditions sont remplies, que le cheminement a été effectué, eh bien l'agent n'est pas obligé euh, il n'est pas, on va dire, enfermé, prisonnier du statut et des droits dont il bénéficie. S'il veut passer à autre chose parce qu'il a le droit de reprendre une activité professionnelle ailleurs, et notamment dans le privé, eh bien, s'il a une opportunité à ce titre et qu'il souhaite s'en saisir, ou même pour toute autre raison, eh bien, il peut demander dans un délai de 6 mois, hein, son admission à la retraite euh, au titre de l'invalidité. À ce moment-là, il faudra déclencher la procédure, mais il faudra bien expliquer à l'agent que, eh bien, il y a quand même un délai d'instruction à respecter avant la prise d'effet. Donc ça, c'est à la demande de l'agent. Ou bien elle peut intervenir d'office, cette radiation des cadres. Alors elle interviendra d'office dans plusieurs situations, déjà à la limite d'âge. Cette limite d'âge est toujours opposable à l'agent, y compris durant la procédure de retraite pour invalidité. Cette limite d'âge, elle sera portée à 67 ans si l'agent est de catégorie sédentaire, ou bien à 62 ans si l'agent est classé catégorie active. Donc ça, encore une fois, à voir selon les missions et le grade détenu par l'agent au moment de la première date d'arrêt. Voilà, puisque sa catégorie sera celle dont il bénéficiait au jour de l'arrêt de travail. Petite particularité pour la radiation à la limite d'âge dans une procédure de retraite au titre de l'invalidité. Il ne s'agit pas, comme pour toutes les autres hypothèses, d'une radiation au lendemain de l'anniversaire. Il s'agit de la radiation au jour
de l'anniversaire. Donc, par exemple, si on laisse présager une radiation des cadres au jour de l'anniversaire, il faudra sur la F3, ici en bas à droite, marquer par exemple le jour du 62e anniversaire de l'agent, si il est catégorie active. La date du dernier jour valable pour la retraite sera la veille. Voilà, c'est toujours la veille. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est la veille. Euh, Voilà. Sinon, si ce n'est pas une limite d'âge, au niveau de la radiation d'office, on va s'intéresser au fait de savoir si euh, l'arrêt qui aboutit à la retraite au titre de l'invalidité est non imputable, si le congé est non imputable ou si le congé est imputable. La règle, c'est que si c'est non imputable, à ce moment-là, il faudra attendre l'expiration des droits à congé CMO, CLM, CLD. On n'a trouvé aucune disposition qui empêcherait l'agent de demander un CLM, quand bien même son inaptitude serait déclarée comme totale et définitive à ses fonctions, aux fonctions du grade ou à toute fonction. Voilà. Donc l'agent peut tout à fait se prévaloir de ses droits à congé et même d'un CLM alors que il serait déclaré inapte. Ce qui est assez contre-intuitif, puisque on est sur un congé d'inaptitude temporaire alors que l'agent est inapte définitif. Donc effectivement, il y a un petit peu cette contradiction qui se présente. Pour autant, euh, rien ne laisse présager que l'agent ne puisse pas faire valoir ses droits à congé. Si c'est un congé imputable, à ce moment-là, un CITIS, la retraite au titre de l'invalidité, la radiation d'office, pourra intervenir à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la mise en CITIS. Je vous ai mis les articles. CPCM, c'est Code des pensions civiles et militaires. Et il y a une exception, du coup, à ce maintien en congé maladie ordinaire ou même en CITIS. Une exception si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. Alors si vous êtes comme moi, vous allez lire la phrase une dizaine de fois et vous allez toujours pas la comprendre. J'ai mis un temps fou et j'ai dû en discuter avec les collègues pour essayer de déterminer ce que cela vous voulait bien dire. À notre sens, du coup, il serait judicieux de dissocier l'aptitude professionnelle euh, qui est définitive, considérée comme définitive, de l'état clinique de l'agent. Et cet état clinique peut être susceptible d'évolution. Par exemple, on va distinguer un agent qui souffre d'un cancer et il y a des traitements, notamment par exemple de la chimiothérapie, d'un agent qui aurait été amputé d'un membre et pour lesquels, eh ben, du coup, au niveau traitement, on ne serait pas tout à fait sur les mêmes possibilités d'évolution. Alors c'est encore une fois assez délicat et difficile de porter un jugement là-dessus. Ce n'est pas du tout le rôle de l'employeur, ça sera plutôt le rôle du médecin agréé. Bien évidemment, vous pouvez saisir le médecin agréé pour déterminer si, vous lui posez directement la question, hein, est-ce que l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement? Oui, non. Voilà. Selon la réalité médicale, qui peut impliquer une évolution ou des perspectives de soins éventuellement, eh bien, vous pouvez avoir la possibilité de mettre fin à la carrière de l'agent par une radiation d'office. Je n'ai jamais eu dans la pratique ce scénario puisque habituellement, et j'en discutais avec Pierre, on va très souvent, de façon même quasi systématique, au bout des droits. Voilà, dans la pratique, c'est ce qui se fait. Donc, voilà, si un jour la question se pose, eh bien, il faudra qu'on réfléchisse et peut-être qu'on ait recours à une expertise médicale pour déterminer si oui ou non il est envisageable de radier l'agent d'office.
Donc, au cours de l'instruction du dossier de retraite pour invalidité, vous l'avez compris, on va fixer une date provisoire. On va fixer une date provisoire. La date définitive de radiation des cadres, quoi qu'il en soit, ne pourra pas être rendue avant l'émission de l'avis favorable émis par la CNRACL. Voilà. Donc il faudra attendre le retour d'instruction pour radier l'agent des cadres. Ce n'est pas parce que vous avez le procès-verbal du conseil médical en plénière hein, qui vous dit avis favorable à la retraite pour invalidité que on prend tout de suite l'arrêté de radiation des cadres. Voilà. On va d'abord fixer une date provisoire pour le dossier et à l'issue, on prendra, enfin on fixera la date de radiation définitive. Dans la demande de pension que l'on peut télécharger sur le dossier sur PEPS et qui est à remettre à l'agent pour signature, qui va matérialiser finalement sa demande de pension, c'est la date provisoire qui est marquée dessus. Donc vous pouvez sensibiliser l'agent pour lui dire, attention, cela ne correspondra pas forcément, ça peut intervenir plus tôt, ça peut intervenir plus tard, ça dépendra des délais de traitement de la CNRACL. Voilà un petit peu pour cette radiation des cadres. Est-ce qu'on a des questions C'est bon. Ok, super. Impeccable. Donc là, on va s'attaquer maintenant à la deuxième partie, qui est plus la pension en elle-même, qui est plus la pension en elle-même, et les éventuels accessoires de pension. J'ai une question, mais je ne la comprends pas vraiment. Il est alors un surnombre alors? Il est un Parce que nous avions la question précédente, du coup, l'agent est toujours dans les effectifs de la collectivité, oui, Oui, tant que la date, tant qu'on n'est pas, tant qu'il n'y a pas eu de radiation des cadres qui a été prise, effectivement, l'agent fait partie des effectifs de la collectivité. car on va titulariser une personne à la place de l'agent. Ah, vous voulez dire en gros, est-ce que vous pouvez prendre les devants pour... Alors là, je ne saurais pas vous dire. Peut-être qu'il faudrait vous adresser directement à la carrière hein, pour cette hypothèse-là, mais techniquement, l'agent est toujours titulaire de son poste à ce moment-là. Il est toujours dans les effectifs de la collectivité. Vous ne savez pas à ce moment-là si l'avis rendu par la CNRACL sera favorable. Tant la CNRACL ne donnera pas le feu vert et l'agent ne pourra pas être radié des cadres. Donc, il serait peut-être plus prudent. C'est sûr, c'est très bloquant, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais il est plus prudent de d'attendre l'avis favorable émis par la CNRACL avant de prendre une décision sur la suite à donner. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu d'avis défavorable, mais Oui, ça peut arriver quand même. oui, on Ça n'a peut jamais arriver eu d'avis favorable, effectivement, mais que ça peut arriver. on sait que ça peut arriver et on sait surtout que depuis quelque temps, depuis quelques mois, la CNRACL resserre les mailles de son instruction. Ils sont beaucoup plus tatillons, ils sont beaucoup plus scrutateurs des dossiers et ça ne m'étonnerait pas qu'un jour ou l'autre, on ait un dossier qui revienne avec un avis défavorable. Ça m'étonnerait vraiment pas du tout. Ça Vous sera peut-être pas tout m'entendez? de suite, mais c'est Allô? tout à fait possible. Alors, au niveau du calcul de la pension, et je vais peut-être commencer par une parenthèse. Quelle heure il est? 10h10, presque. Il va falloir que je m'active. Au niveau du calcul de la pension, on a souvent des demandes sur des dossiers en cours d'instruction où l'hypothèse d'une invalidité est soulevée sans pour autant qu'elle soit avérée. On n'est pas encore sûr de s'y diriger. Et on a des fois, on a souvent on a la question suivante. Souvent, c'est l'agent qui la pose. Hein, est-ce que je peux avoir une simulation de ma pension de retraite pour invalidité? Euh, c'est une question qui est vraiment très délicate parce que déjà, il n'existe pas de simulateur CNRACL sur une pension de retraite pour invalidité. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que le montant de la pension est dépendant des résultats
de l'instruction, notamment médicale, de l'agent. Elle est dépendante du taux global d'invalidité qu'on va évoquer juste ici. Elle est dépendante de l'imputabilité de ces taux. Elle est dépendante encore du degré de dépendance de l'agent, s'il est éligible ou non à une majoration tierce personne. Euh, c'est extrêmement délicat de fournir une, une simulation sur une pension de retraite invalidité. C'est d'autant plus délicat que comme le risque d'erreur est grand, il ne faudrait pas que cela soit pour l'agent un fléchage, c'est-à-dire en gros qu'il se présente à une expertise médicale en quémandant auprès du médecin qu'il le déclare inapte à toute fonction parce que le montant serait pour lui intéressant. Ça peut aussi être, par extension, un- une pression exercée sur le médecin agréé qui le pousserait à mettre de côté éventuellement euh, un jugement objectif quant à l'état clinique de l'agent. Et comme on est susceptible de se tromper, l'agent pourrait être déçu du résultat. Donc il n'est pas souhaitable de fournir à l'agent une simulation sur sa pension de retraite invalidité. C'est véritablement une procédure que l'agent subit et c'est l'issue, on va dire, non souhaitable parce que tout le reste a échoué. Donc ce n'est pas un choix, la pension de retraite pour invalidité. Ce n'est pas du tout un choix, c'est la conséquence de l'échec de tout le reste. Et c'est bien comme ça qu'il faut l'envisager. Donc, comme dans le calcul de la pension, le taux global d'invalidité est important, alors ce n'est pas à la collectivité de le fixer, ce n'est pas à la collectivité de le calculer, mais je me dis que c'est intéressant d'en parler. Tout d'abord, selon la définition de la CNRACL, ne sont retenues que les infirmités contractées ou aggravées pendant une période valable pour la retraite au titre de la CNRACL, donc pendant une période valable pour la retraite CNRACL, et non rémunérées par un autre régime. Ça veut dire quoi? Donc on va prendre le cas fictif, imaginaire de, on va l'appeler Jean-Michel Pas-de-Bol. Parce qu'effectivement, Jean-Michel n'a vraiment pas de chance. D'ailleurs, j'ai mis un petit chat noir hein, au début de la au début de la slide pour matérialiser ça. Jean-Michel Pas-de-Bol fait son service militaire entre 85 et 86. Il est victime à ce moment-là d'un accident de camion lors d'une manœuvre. Du coup, il subit un traumatisme crânien qui aboutit à une surdité partielle. Cette surdité partielle fera l'objet, pour Jean-Michel, d'une liquidation de pension militaire, donc d'une PMI, pension militaire d'invalidité, donc qui est liquidée par les services de retraite de l'État. Donc là, on a une pension qui est rémunérée, donc on a une infirmité qui est rémunérée par un autre régime. Donc elle n'est pas prise en compte au titre du taux global d'invalidité CNRACL. En 87, Jean-Michel entre dans la fonction publique territoriale et en 98, il demande une disponibilité pour convenance personnelle. Il se fait plaisir, il part au Népal, il fait un trek et malheureusement, il a un accident pendant ce trek. Il se fait une triple fracture de la cheville, mal soignée, qui aboutit à une raideur. Malheureusement, sans les détailler ici, il ne remplit pas les conditions pour demander une pension CPAM. Il n'est pas éligible. Euh, et cette infirmité, cette raideur, n'est pas contractée pendant une période valable pour la retraite. Et on partira du principe qu'elle n'est pas aggravée pendant une période valable pour la retraite. De toute façon, c'est bien entendu le médecin agréé qui déterminera ce point-là. Donc ça ne sera pas récupéré pour fixer le taux global d'invalidité dont souffrira Jean-Michel. Par contre, euh,
Il revient en activité en 99 et il souffrira d'une raideur du coude liée à une arthrite inflammatoire depuis 2002 et il fera un AVC en 2024 qui induira une névrose et une hémiplégie gauche. Donc ça, bien évidemment, ce sont des infirmités qui sont fixées par le médecin agréé. Et il y aura des taux, les taux définitifs, présents notamment sur le formulaire AF4, retour du conseil médical en plénière. Et vous avez différents taux, du coup, qui peuvent être imputables ou non imputables. On ne rentrera pas dans ces considérations-là pour le calcul du taux global. Mais par contre, la façon de les additionner va dépendre du lien fonctionnel entre les infirmités, de la relation médicale qu'il y a entre ces infirmités. Par exemple, vous avez deux règles que l'on peut être amené à appliquer. Vous avez ce qu'on appelle la règle de Balthazar, c'est-à-dire la règle de la validité restante. Elle est expliquée un petit peu en dessous, donc c'est une exception à la règle standard. Cette règle standard, c'est l'arrêt Mérotte. Alors, on va peut-être commencer par l'arrêt Mérotte. C'est très très simple, l'arrêt Mérotte. Vous additionnez arithmétiquement les taux. C'est une addition bête et méchante. Donc ça, vraiment, aucune difficulté. Pour la règle de Balthazar, il s'agit du coup de ce que je viens de vous évoquer. Elle est pour les cas d'aggravation d'infirmité préexistante. Le rapport d'aggravation entre les infirmités doit résulter d'une relation médicale ou d'un lien fonctionnel entre elles. Et pour les infirmités liées à une même cause, dite simultanée, résultant d'un même événement intéressant des organes ou membres différents et de fonctions différentes. Je cite ici du coup la jurisprudence. J'ai pas mis l'arrêt du Conseil d'État qui est concerné, mais du coup c'est comme ça que le juge s'est positionné, que le juge administratif s'est positionné. Donc c'est la CNRACL qui est juge et maître pour l'addition de ces taux et pour déterminer dans quelle mesure on applique Balthazar et ou Mérotte. Donc, déjà, rien que là, en termes de simulation, on ne peut pas présumer de comment, enfin, on peut plus ou moins présumer, mais on ne peut pas être certain de comment la CNRACL va additionner les taux. Déjà, rien que ça. Mais, ce qu'on peut dire, globalement, c'est que comme la névrose et l'hémiplégie gauche sont nées au même, à la même, au même événement, c'est-à-dire à la AVC qui est survenu en 2024, on a 40% sur la névrose, on a 30% sur l'hémiplégie gauche, eh bien, ça ne sera pas Mérotte qu'on va appliquer, ça sera bien Balthazar. Donc, on va prendre déjà les 40% de la névrose. Et ensuite, au niveau de la règle de validité restante, on va faire du coup 100% moins 40 en réalité. C'est ce qui nous fait une validité restante de 60%. Et on va faire 30% de l'hémiplégie gauche fois la validité restante, à savoir 60%. Et on obtient 18%. Et on va pouvoir additionner 40 plus 18, ce qui nous fait un taux pour ces deux infirmités à 58%. À ce moment-là, on applique Mérotte parce que la raideur du coude et névrose et hémiplégie ne sont pas liées, il n'y a pas de lien fonctionnel. Donc 58 plus 10, 68%, taux global d'invalidité. Voilà globalement pour le fonctionnement. J'espère que j'ai été clair, c'est vraiment pas évident à expliquer, mais je pense que vous avez compris. Donc, on a ce taux global d'invalidité qui est fixé par la CNRACL par rapport à ce qui est marqué sur le procès-verbal AF4. À la suite de quoi, on va pouvoir calculer, 10h18, la pension CNRACL. Donc, la pension CNRACL présente un certain nombre d'avantages, puisqu'il s'agit d'une situation exceptionnelle, un certain nombre d'avantages au calcul. Voilà. Le fait d'être mis à la retraite au titre de l'invalidité n'est pas forcément une situation souhaitée ni souhaitable. J'insiste parce qu'elle a des conséquences. Tout d'abord, il n'y a pas de trimestre requis. Vous pouvez bénéficier d'une pension de retraite au titre de l'invalidité à partir, en réalité, de oui, il faudrait dire qu'il y a des trimestres requis quand même, puisque il faut au moins être titulaire, donc pas stagiaire. Or, la titularisation intervient après un an, donc il faut 4 trimestres. En gros, ça sera à partir de 4 trimestres.
mais pas de trimestre requis à partir du moment où vous remplissez les conditions. Voilà, pas de minimum requis à partir du moment où vous remplissez les conditions. Or, être fonctionnaire titulaire, CNRACL, est une des conditions. Donc pas de trimestre requis. Vous avez droit systématiquement à la comparaison du montant de pension d'invalidité avec le minimum garanti. Donc on va comparer les deux, le minimum garanti étant un montant forfaitaire inscrit dans un tableau. Vous avez, c'est sur le site de la CNRACL, hein, vous tapez minimum garanti. Vous avez un tableau très simple à deux entrées en colonne. À gauche, le nombre de trimestres. À droite, la pension qui correspond à ce nombre de trimestres. Si la pension du minimum garanti est supérieure à celle qui correspond au calcul classique d'invalidité, à ce moment-là, on retiendra le minimum garanti, le plus favorable à l'agent. La pension de retraite au titre de l'invalidité ne souffre pas de décote. Ça, tout comme le handicap, hein, d'ailleurs, pour tous ces motifs qui sont liés à l'état de santé de l'agent, hein, on n'a souvent pas de décote, même je ne connais pas de situation où il y a une décote dans ces hypothèses-là. Par contre, au niveau du calcul, on va tenir compte, il y aura deux facteurs qui vont être importants. Ça va être déjà l'inaptitude. Si l'inaptitude est imputable, si le taux est imputable, à ce moment-là, on prendra l'indice actuellement détenu par l'agent. On ne demandera pas, vous savez, la fameuse condition de détenir l'indice depuis au moins 6 mois. Ça sera bien le dernier indice détenu par l'agent qui comptera. Si c'est non imputable, on appliquera la condition des 6 mois. Très important, j'y pense en même temps, si l'agent pendant la procédure a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé. À ce moment-là, l'agent n'est pas considéré comme étant en position d'activité donnant lieu aux avancements de carrière. L'agent ne cotise plus à la CNRACL et du coup, on ne retiendra pas les trimestres qui ont pu s'écouler depuis. On fixera la carrière au moment de la mise en disponibilité d'office pour raison de santé. Voilà. Et du coup, l'indice détenu à ce moment-là. Donc, même si jamais vous avez pris un arrêté parce que vous pensiez que l'agent était toujours susceptible d'avoir des avancements d'échelon, eh bien, ça ne sera pas pris en considération. Voilà, ça, on reviendra chercher la période au moment de la mise en disponibilité d'office pour raison de santé. Ensuite, au niveau du taux d'invalidité, donc ça, c'est le taux global hein, d'invalidité. Si c'est inférieur à 60%, à ce moment-là, on opérera le calcul classique qui est juste au-dessus. Si le taux global d'invalidité est supérieur à 60%, à ce moment-là, la pension de retraite invalidité ne pourra pas être inférieure à 50% du traitement brut indiciaire détenu par l'agent au moment du calcul. Euh, donc, vous voyez, au niveau du montant, on a beaucoup de facteurs qui peuvent le faire bouger. Donc, apprendre vraiment avec des pincettes si vous souhaitez tenter de faire une simulation de la pension de retraite invalidité. Voilà. Comme on part du principe que l'agent n'a pas le choix, c'est vu que c'est le médecin qui décide de l'inaptitude, eh bien, connaître le montant à l'avance ne peut pas être considéré comme un facteur qui va faire tendre la balance d'un côté ou de l'autre. Ça, c'était pour la pension de retraite invalidité. Mais vous avez aussi des accessoires de pension possibles, notamment la rente d'invalidité. Alors, cette rente, qui est viagère, d'invalidité, n'apparaît pas en simulation. Donc, effectivement, on ne sait pas, hein, techniquement, comment elle sera, enfin on sait comment elle est calculée, mais on ne sait pas quel en sera le résultat. On n'en est pas sûr à 100%, puisqu'elle nécessite de fixer le taux d'invalidité imputable
imputable au service. Donc seul le gestionnaire CNRACL peut le déterminer après étude des pièces. Le calcul est très simple, il s'agit du taux d'invalidité imputable multiplié par le dernier traitement brut indiciaire. Donc on comprend bien que cette rente, le montant de cette rente, peut être extrêmement conséquent. Si on a un taux d'invalidité imputable à 30, 50 ou 60%, que sais-je, ça peut représenter peut-être plus de la moitié du traitement brut indiciaire qui est détenu par l'agent, enfin qui a été détenu par l'agent. Au niveau des conditions d'attribution, donc si l'agent perçoit une allocation temporaire d'invalidité, une ATI, et que là où les infirmités qu'elle indemnise se sont aggravées et contribuent à l'inaptitude définitive des fonctions, ce qui est très souvent le cas, pour pas dire dans la très grande majorité des cas, à ce moment-là, l'ATI sera remplacée en rente d'invalidité. Il y a beaucoup d'agents qui ont peur de perdre l'ATI euh, au moment de la mise en retraite pour invalidité. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Dans 90% des cas, peut-être un peu plus même, cette rente sera transformée, remplacée. Si l'inaptitude définitive est due à un accident de service, un accident de trajet ou une maladie survenue dans l'exercice des fonctions, donc sous-entendu professionnelle ou d'origine professionnelle, à ce moment-là, il pourra y avoir l'attribution d'une rente. Et enfin, si l'imputabilité d'une maladie pro, ben on le dit ici, est reconnue en conseil médical, par le conseil médical en formation plénière. Voilà. Elle présente quand même certaines caractéristiques qui sont pas négligeables, hein. Cette rente d'invalidité, là, déjà, elle est non imposable, donc exonérée d'impôt sur le revenu, il n'y a pas de prélèvements sociaux dessus. Elle est cessible et saisissable, pas évident à dire. Donc elle peut faire l'objet d'un recouvrement, ou elle peut être utilisée pour rembourser une créance, voilà, pour solder ou contribuer à solder une créance. Elle est réversible en cas de décès. Elle est définitive. Le taux ne sera pas révisé. Voilà, ça, c'est important. Le taux ne sera pas révisé, même en cas d'aggravation de la pathologie. Elle n'est pas cumulable avec un avantage de même nature servi au titre d'un même accident. Donc effectivement, on reste sur cette condition que la pension, enfin que l'infirmité qui a donné lieu au versement de la rente ne soit pas déjà prise en charge par un autre organisme ou au titre d'une autre liquidation de pension. Enfin, elle est non rachetable. Alors ça veut dire quoi, non rachetable? Ça veut dire que la CNRACL ne peut pas vous racheter cette pension. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment l'expliquer? La CNRACL pourrait trouver pertinent, par exemple, de vous dire, bon écoutez, on vous file 10 000 euros, vous renoncez à votre pension et on n'en parle plus. Voilà, ça c'est pas possible. Vu qu'elle est viagère, ce n'est pas envisageable. La pension ne peut pas être rachetée par la CNRACL pour y mettre fin. Voilà, le rachat de rente est interdit. Donc ça, c'est pour la rente d'invalidité. Ensuite, vous avez, dans des cas extrêmement rares, en accessoire de pensio, donc Pierre nous disait que ça arrivait généralement une fois par an, donc sur un dossier très spécifique, vous avez la possibilité pour l'agent de bénéficier d'un accessoire de pension qu'on appelle la majoration tierce personne. Cet octroi est subordonné à la complétude d'un formulaire spécifique, un questionnaire qui est mis à disposition sur le site de la CNRACL. Du coup, c'est une aide financière qui est subordonnée à la condition que le titulaire de la pension d'invalidité soit, en raison de son état de santé, dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'aide d'un tiers pour accomplir les actes de la vie, les actes ordinaires de la vie. Donc là, il y a pas mal de choses qui nécessitent quand même des précisions et une interprétation. Le titulaire de la pension d'invalidité, ok, on a compris. En raison de son état de santé, donc là, on sent qu'effectivement, il va y avoir l'interprétation du médecin. Également sur le recours de manière constante. Donc là, il va y avoir une interprétation sur ce qu'est la manière constante à l'aide d'un tiers. Qui est ce tiers? Est-ce que ça peut être par exemple quelqu'un de la famille? Est-ce que ça peut être un époux? Est-ce qu'une épouse? Est-ce que ça peut être un professionnel de santé? Pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Donc, qu'est-ce que les actes ordinaires de la vie? Donc, il y a beaucoup de choses finalement qui sont dans la balance, et c'est à l'étude de ce questionnaire que la CNRACL peut ou non
suivre l'avis du médecin agréé qui a complété ce formulaire, parce que du coup, le médecin agréé va cocher des cases hein, qui laissent présager l'octroi, et il y a aussi un avis du conseil médical qui est rendu là-dessus, mais la CNRACL peut ne pas suivre. Voilà. Si elle estime que la pathologie de l'agent ou son état de santé ne nécessite pas l'aide d'un tiers ou pas de manière ou pas de manière constante, par exemple. Voilà, ça peut être aussi sur ces modalités-là. Eh bien, cette instruction, malheureusement, elle n'est pas entre les mains du conseil médical. En tout cas, l'issue n'est pas entre les mains du conseil médical, et il faudra attendre la fin de l'instruction CNRSL pour savoir ce qu'il en est. Dans ce questionnaire, vous avez plusieurs choses. Vous avez déjà le retentissement des affections. Donc les troubles psychiques ou physiques constituent-ils un danger pour la vie de l'ex-agent ou celle d'autrui? Est-ce qu'il est susceptible de faire des chutes, par exemple, ou d'avoir des crises qui seraient, par exemple, la manifestation incontrôlée d'une certaine violence physique? Voilà, ça peut être ça. On va s'interroger aussi sur le cadre de vie. Est-ce que l'agent vit seul ou est-ce qu'il bénéficie d'un entourage proche? Est-ce qu'il doit avoir recours à des soins infirmiers, une aide ménagère? Au niveau de l'hébergement, est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est aménagé? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce que ce sont des escaliers? Le médecin va décrire les déficiences. Il va établir le diagnostic détaillé des maladies ou des infirmités et notamment leurs impacts. Ensuite, au niveau de l'autonomie, et c'est ça probablement qui va être le plus important. L'agent est-il en capacité de se lever, de se coucher tout seul, d'aller aux toilettes, de se laver, se vêtir, se dévêtir, manger, boire, marcher seul ou peut-être avec assistance? Et en cochant les différentes cases, hein, oui, non, finalement, c'est aussi binaire que ça, eh bien la CNRACL va pouvoir porter un jugement. Le droit sera donc ouvert si la situation du retraité invalide remplit ces conditions ou bien si l'imbrication de plusieurs d'entre elles fait apparaître un caractère de dépendance suffisamment grave pour justifier d'une aide constante tout au long de la journée. La demande, quant à elle, est faite par l'agent au moment de la demande de pension pour invalidité ou à tout moment après la radiation des cadres. Alors ça, c'est super important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a que euh, le titulaire d'une pension d'invalidité CNRACL qui peut faire une demande de majoration pour tierce personne. Si jamais vous êtes parti pour un motif autre que l'invalidité, mais que au cours de votre retraite, vous atteignez un degré de dépendance suffisamment important que vous pourriez être éligible à cette majoration, eh bien, ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible parce que la condition de départ, c'est être titulaire d'une pension pour invalidité. Donc ça peut être extrêmement stratégique pour l'agent de ne pas mettre fin à une procédure qui aboutirait peut-être à une radiation des cadres invalidité, euh, parce que son état de santé pourrait laisser présager à l'avenir l'octroi d'une majoration tierce personne. Si sa pathologie laisse présager un degré de dépendance très important à l'avenir, mais pas pour l'instant, eh bien, il pourra demander plus tard la majoration tierce personne. Voilà, donc là, il y a quand même un point extrêmement important pour l'agent, parce que c'est pas rien, hein, cette majoration tierce personne, comme vous le voyez un petit peu plus bas, elle correspond à 1376 euros bruts par mois. C'est la valeur de l'indice majoré 227 revalorisée chaque année. Au moment de la radiation des cadres, elle est accordée pour 5 ans. Elle est revue 5 ans plus tard par expertise, et si jamais elle est reconduite, à ce moment-là, elle est définitive. Si elle est demandée plus tard, par exemple quelques années après la radiation des cadres par l'agent qui a été radié pour invalidité et qui remplit les conditions à ce moment-là de dépendance, ça sera la même chose, accordée pour 5 ans, révisable, euh, 5 ans plus tard et définitive si reconduite. Alors je dis révisable, on va dire réexaminée. Voilà, réexaminée. Voilà pour la majoration tierce personne. Enfin, et on arrive au bout, désolé, c'est la dernière diapo, je déborde un petit peu. Reprendre une activité.
Est-il envisageable de reprendre une activité professionnelle après une radiation des cadres, après l'octroi d'une pension d'invalidité CNRACL? Il faut bien comprendre que l'invalidité CNRACL, ce n'est pas l'invalidité du régime général de la sécurité sociale. C'est-à-dire que il serait très étrange, mais tout à fait envisageable, tout à fait possible du point de vue juridique en tout cas, que l'agent qui était aide-soignante, qui a été déclarée inapte de façon totale et définitive à ses fonctions d'aide-soignante, eh bien, elle pourrait exercer des fonctions d'aide-soignante dans le privé. C'est tout à fait possible. C'est un peu aberrant, mais c'est tout à fait envisageable. Donc, l'invalidité CNRACL n'est pas opposable. Elle n'est pas opposable dans le privé. Voilà. Elle n'est pas opposable par rapport au régime général de la sécurité sociale. Donc, l'agent peut reprendre une activité. Alors, est-ce qu'il peut reprendre en tant que fonctionnaire titulaire ou stagiaire? Le cumul est impossible. Le seul fait d'être nommé sur un emploi de stagiaire ou de titulaire conduisant à pension de l'État de la CNRACL ou du FSPOEIE, ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne sais pas, entraîne l'annulation de la pension à compter de la nouvelle affiliation. Les sommes versées à tort durant toute cette période, depuis le début de liquidation, seront récupérées par la CNRACL. Donc c'est vraiment pas rien, hein. Si jamais, je doute que ça arrive, mais si jamais l'agent choisit de revenir fonctionnaire dans la fonction publique, il pourra acquérir de nouveaux droits à pension. Et une pension unique sera liquidée après la radiation des cadres, faisant suite à la cessation de sa seconde activité professionnelle de fonctionnaire. Cette pension unique prendra en compte l'ensemble des droits à pension d'avant et d'après cette reprise. Généralement, l'agent qui a été radié des cadres à la suite d'une invalidité ne va pas revenir fonctionnaire, ou en tout cas pas tout de suite, et il aura probablement récupéré, enfin en tout cas dépensé sa pension pour vivre, hein, tout simplement. Il ne va pas rembourser 15 000 euros à la CNRACL pour revenir fonctionnaire. Ce serait très étonnant. Donc généralement, on a plus l'hypothèse ou le scénario d'une reprise d'activité en tant que contractuel. Le cumul est intégral, le cumul est libre. La pension d'invalidité ne peut pas faire l'objet d'un plafond, enfin plutôt la rémunération liée à une nouvelle activité dans le privé ne peut pas faire l'objet d'un plafond lorsque l'agent est éligible et liquide une pension d'invalidité. Voilà. Donc dans le secteur privé, sans condition. Dans le secteur public, eh bien, du coup, pas en tant que fonctionnaire, mais en tant que contractuel de droit public ou de droit privé. Vacataire, par exemple. Voilà pour cet état des lieux sur la pension d'invalidité. Alors c'est très dense, hein, ça va très vite. J'explore pas forcément tout à fond, mais je pense que ça vous donne déjà un horizon suffisamment intéressant pour pouvoir naviguer dedans avec peut-être plus d'outils, voilà, mieux outillés. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Voilà, je sais pas s'il y a des questions résiduelles dans le chat. J'espère que j'ai pas, comment dire, que j'ai pas commis d'impair au niveau de certaines. Non, je crois pas. Donc voilà. Merci beaucoup hein, de votre présence. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon long week-end de 3 jours, et je vous dis à très vite par téléphone, par mail, etc., etc.